Bonjour ou rebonjour à toutes et tous. Alors pour la troisième session de la matinée, on a la chance d'accueillir Thibaut qui nous vient de Nantes, il bosse chez ASI et il va nous parler de sécurité dans les applications. À toi Thibaut. Merci. Tac. Du coup, vous m'entendez bien? Ok, parfait. Tac. Est-ce que c'est possible de passer sur ma diapo? Super, merci. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de la sécurité des applications mobiles bancaires. Donc, que vous devez normalement tous utiliser pour accéder à vos comptes et pour vérifier qu'il n'y a pas de choses un peu bizarres concernant vos finances. Et donc, sans plus attendre, je vais me présenter. Je m'appelle Thibaut, je suis concepteur-développeur au sein d'ASI Nantes. Donc, je suis nantais depuis un peu plus de 7 ans et je suis ravi d'être à Niort aujourd'hui pour vous partager ce que je sais au sujet de la sécurité des applications bancaires. Basiquement, je suis rôliste, je suis geek, sur à peu près toutes les catégories de geek possibles et imaginables. Et je code essentiellement en JavaScript puisque je suis un développeur front. Et je travaille essentiellement sur des applications cross-platform qui sont à la fois appli web et appli mobile. Mais ça va surtout tourner autour de la partie mobile, ce que je vais vous présenter. Tac. Du coup, ma présentation va s'articuler autour de 4 grands axes. Je vais vite fait évoquer les obligations réglementaires qui, du coup, oblige les banques à sécuriser les applications qu'ils vous proposent, banque en ligne et tout ça. Je vais faire un focus sur ce que l'OWASP propose, c'est une organisation sur la sécurité des applications internationales. Et ensuite, parler de la méthodologie et des outils qui permettent de garantir cette sécurité. Au niveau des obligations réglementaires, il y a plusieurs lois, essentiellement européennes pour le coup, qui encouragent et obligent les banques à sécuriser leurs applications et les données aussi des utilisateurs. Tout d'abord, le Cyber Security Act, qui est en vigueur depuis 2019, oblige les fournisseurs de produits, services et processus de technologie de l'information et de la communication, les TIC, à adopter un ensemble d'exigences de sécurité. Ça reste assez basique, mais du coup, ça oblige tout ce qui est en ligne à être un minimum sécurisé. C'est une loi européenne pour le coup. Le Cyber Resilience Act, c'est la même chose, c'est aussi une loi européenne qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2025, qui impose aux fabricants de produits numériques et aux fournisseurs de services de nouvelles normes de sécurité qui viennent se rajouter à celles du Cyber Security Act, et de fournir des preuves de conformité, d'évaluer les risques de cybersécurité, de gérer les mises à jour du produit, donc toujours fournir des applications à jour et donc plus sécurisées que les précédentes, et de communiquer en transparence aux utilisateurs les informations qui concernent la sécurité de leurs données. Et ça encourage aussi les entreprises à former et sensibiliser les collaborateurs au sujet de la cybersécurité, mais là, ce n'est pas une obligation, c'est juste un encouragement. En même temps, c'est logique. Il y a aussi évidemment le RGPD dont tout le monde a entendu parler, puisque tout le monde a été concerné, qui est rentré en vigueur en mai 2018. Basiquement, ça encadre tout ce qui est traitement des données personnelles, enfin des utilisateurs du coup, et ça concerne toutes les entreprises, avec de lourdes sanctions en cas de fuite de données. Ça se chiffre en pourcentage du chiffre d'affaires, donc ça peut très vite faire mal. Et il y a les DSP, qui sont du coup des lois européennes cumulatives. La première DSP, DSP1, qui était surtout sur l'open payment, ça date de 2007, donc ça commence à vraiment être assez vieux. Et ça a fourni la base juridique pour la création de l'espace SEPA, qui est l'espace unique de paiement en euros qu'on utilise maintenant, entre autres, pour les virements. Et donc ça visait à garantir un accès équitable et ouvert au marché des paiements et à renforcer la protection des consommateurs. Puis du coup, par-dessus est venue la DSP2, qui a fait grand bruit, surtout dans le secteur bancaire et dans les prestataires de paiement, qui est en vigueur depuis 2019 et qui oblige, entre autres, les applications de paiement et bancaires à mettre en place de l'authentification forte,
Il y a aussi partager l'accès de l'information aux nouveaux prestataires de services de paiement, les PSP. L'authentification forte, il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que sur trois types d'authentification possibles, il faut en utiliser au moins deux de types différents pour garantir une authentification forte. Et ces trois types, du coup, sont la possession, le fait d'avoir un objet physique, style un téléphone ou une clé de sécurité avec un code qui change régulièrement. La connaissance d'un mot de passe, entre autres, ou des questions de sécurité. Et l'inhérent, ce qui est propre à chaque individu, genre l'empreinte digitale ou le visage, pour le cas du Face ID. Donc il faut au moins 2 des 3 pour garantir une authentification forte. Il y a vraiment de types différents, parce que si c'est que 2 choses qu'on connaît, ça peut être extrait. Donc vraiment, ça permet d'assurer que c'est bien la personne, enfin du moins ça garantit plus que c'est bien la bonne personne qui essaye d'accéder à l'application. Et du coup, le DSP3 n'est pas encore en vigueur. Il n'y a pas encore de date officielle d'application, mais ça sera très probablement en 2026. Et donc ça vient se rajouter encore une fois sur la DSP2. Et ça sera conjoint avec un nouveau règlement sur les services de paiement, qui sera le PSR, le Payment Services Regulation, pour améliorer la protection des consommateurs. Donc c'est une directive de l'Union européenne qui établit des règles pour l'autorisation et la surveillance des prestataires de services de paiement non bancaires dans l'UE. Ça vise à protéger les droits des consommateurs et leurs informations personnelles tout en améliorant la concurrence dans le secteur des paiements. Et ça permettra aux consommateurs de partager leurs données en toute sécurité. Donc c'est le côté open data. Et ça contribuera à ce qu'une gamme plus large de produits et services financiers innovants soit disponible. Voilà pour le côté réglementaire. Maintenant, je vais vous parler de l'OWASP et surtout de ce que l'OWASP propose dans le cadre de son Mobile Application Security. C'est le cadre technique pour encourager les applications mobiles à être sécurisées. L'OWASP, dans les versions récentes, parce que dans les premières versions du MAS, parlait vraiment de niveau cumulatif et il n'était pas très flexible. Mais depuis quelques années, ils ont refondu cette notion de profil de test et ont séparé en fait en les niveaux 1 et 2 et la résilience. Le niveau 1, c'est les essentiels de sécurité que toute application mobile devrait normalement respecter. Même l'application gratuite ou le projet perso que vous développez, toute application doit respecter en fait normalement les principes de base. Donc c'est ce niveau 1. Et ça concerne essentiellement les menaces communes qui peuvent être, qu'on peut rencontrer. Le niveau 2, pour le coup, là, ça commence à être plus sérieux. C'est la sécurité avancée. Et donc c'est une protection contre des menaces qui nécessitent une vraie stratégie de protection. Donc ça va être des applications qui vont traiter des données plus sensibles. Ça peut être des données de santé, des données bancaires, ou vraiment tout ce qui touche à des renseignements personnels poussés. Ou même l'identité, en fait, tout simplement. Là, on va forcément taper dans le niveau 2 minimum. Et maximum aussi, du coup, puisqu'il n'y a pas au-delà. Et le MSRR, c'est la résilience, et ça vient en parallèle, c'est la protection essentiellement contre le reverse engineering, donc pour lutter contre les acteurs malveillants qui voudraient analyser l'application pour en exploiter des failles. Donc c'est vraiment au niveau de la robustesse face à des techniques d'analyse. Donc le niveau 1, sans résilience, c'est essentiellement des données et fonctionnalités peu sensibles. Genre, si vous avez juste votre login, ça va, c'est pas trop grave, ça reste une donnée non sensible. Et c'est des applications qui ne présentent pas de risque pour le business model. Donc des applications genre de calendrier, des applications de bureautique classique, des convertisseurs. C'est pas très sensible en général. Si vous rajoutez la couche de résilience, on passe du L1 plus R. Pareil, ça sera toujours des données peu sensibles, mais c'est essentiellement si votre application a besoin d'un modèle économique particulier pour fonctionner, du genre un jeu qui se finance grâce à des pubs.
S'il y a un attaquant qui enlève complètement les pubs pour pouvoir jouer gratuitement sans limite, ça impacte votre business model, surtout s'il publie cette version-là. Ou alors pareil pour une application météo. Bon, j'ai mis surtout des exemples avec des pubs, mais techniquement il y a d'autres cas qui sont possibles. Je vais maintenant parler du niveau 2. Le niveau 2, là pour le coup, on tape dans les données sensibles. Tout ce qui est données de sécurité, tout ce qui est données d'identité propre, en fait vraiment tout ce qui est sensible et qui vous concerne directement. Et du coup, sans le R, c'est pas de risque pour votre business model, à part les fuites de données, et donc du coup, le RGPD tape fort. Ça va être essentiellement les applications de messagerie où vous pouvez partager des messages qui vous impactent directement, ou même tout simplement en fait tout ce qui est message échangé, c'est d'emblée sensible en fait. Ou les applis de santé, les applis bancaires. Mais les applis bancaires, ça va plutôt taper aussi avec la résilience, puisque du coup, il y a un vrai risque pour le business model. S'il y a un problème de sécurité sur votre appli bancaire, les clients ne vont plus avoir confiance, ils vont partir dans une autre banque. Mais après, j'ai aussi listé Pokémon Go, qui est quand même bien dépendant des microtransactions, Netflix, qui est dépendant de l'abonnement. Si vous arrivez à trouver des failles en faisant du reverse engineering, ça impacte directement leur business model. Du coup, en fait, le niveau 1, ça part du principe que le téléphone est digne de confiance, que l'utilisateur principal n'est pas un adversaire, et que les autres applications, par contre, peuvent être en danger pour l'application. Le niveau 2, ça part du principe que le téléphone n'est pas digne de confiance, que l'utilisateur principal, lui, n'est pas un adversaire, et que les autres applis sont aussi des adversaires, mais également qu'il pourrait y avoir une tierce partie qui a ou n'a pas accès au device, donc au téléphone ou à l'ordinateur, et que cette tierce partie est un adversaire, donc cherchera à vouloir attaquer l'application. Et la couche de résilience, pour le coup, ça part du principe que le téléphone, enfin le device ou l'ordinateur, n'est pas digne de confiance et que l'utilisateur principal est lui aussi un adversaire puisqu'il cherchera à craquer l'application. Et que les applications sont des adversaires et la tierce partie aussi. Donc c'est vraiment c'est aucune confiance en quoi que ce soit. Même le device sur lequel est installée l'application. Du coup, le Mobile Application Security, il est séparé en plusieurs composants. Tout d'abord, le référentiel, le MASVS, Mobile Application Security Verification Standard. Ça peut être utilisé basiquement par les architectes et les développeurs des applications mobiles pour pouvoir vraiment travailler sur la sécurisation de leurs applis, puisque ça leur donnera connaissance des concepts qu'ils doivent respecter. Et également sur les testeurs en sécurité pour assurer la complétude et l'exhaustivité de leurs tests en complément du document qui viendra après. Et donc il y a 8 catégories de contrôle pour les vérifications à faire. Il y a le MASVS Storage qui concerne le stockage sécurisé des informations sensibles sur un appareil, ou pas que sensible, mais en tout cas le stockage sécurisé des informations sur l'appareil. Le MASVS Crypto, c'est les fonctions cryptographiques utilisées pour protéger les données sensibles. Le MASVS Auth, qui sont les mécanismes de connexion et de contrôle d'accès utilisés par l'application mobile. Le MASVS Network, qui concerne la communication réseau sécurisée du coup entre l'application et les points d'accès distants. Le MASVS Platform, qui concerne l'interaction avec le système d'exploitation qui exécute l'application et aussi avec les autres applications. Le MASVS Code, donc les bonnes pratiques de sécurité pour traiter les données et garder l'application à jour. Le MASVS Resilience, donc ça c'est toute la couche de résilience, vraiment c'est une catégorie à part et ça s'applique que dans le cas où on veut appliquer le profil R. C'est la résilience face au reverse engineering et aux tentatives de compromission. Et le MASVS Privacy, qui est un ajout récent, et donc qui concerne la confidentialité pour protéger les données utilisateurs. Ensuite, nous avons le MASTG, donc le Testing Guide, qui est un manuel pour tester la sécurité d'une application et effectuer du reverse engineering aussi, parce que le reverse engineering c'est pas forcément malveillant, ça peut être du coup les testeurs en sécurité qui l'utilisent pour
pousser leur connaissance de l'application et fournir un rapport de sécurité à l'entreprise et aux développeurs. Et donc c'est utile essentiellement pour les professionnels de la sécurité, puisque du coup ça va leur indiquer comment ils peuvent tester l'application en profondeur pour voir si elle est sécurisée ou pas. À chaque fois j'ai mis les liens du coup sur les slides pour que vous puissiez y accéder. Je partagerai probablement en ligne le support. Je ne sais pas encore par quel moyen, mais au pire vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Tac. Ça ne veut pas passer à la suivante. Ok, voilà. Ensuite, il y a la Mobile Application Security Weakness Enumeration, qui est en fait une liste des vulnérabilités principales connues. Et de confidentialité aussi, pas que de sécurité. Et elle sert de pont entre le référentiel et le guide technique. Et donc c'est essentiellement utile aux développeurs, mais aussi aux professionnels de la sécurité, puisque du coup ça fait le lien vraiment entre le standard, qui est utilisé principalement par les développeurs, et le testing guide qui est utilisé par les professionnels de la sécurité. Donc c'est vraiment une checklist comme ça, où ça liste les vulnérabilités connues et l'item concerné dans le MASVS, le standard, ainsi que du coup les items pour tester dans le testing guide. Ça fait vraiment le lien. Et enfin, il y a aussi la checklist, qui en fait est une feuille Excel, concrètement, vraiment c'est le format XLXX, et qui liste du coup tous les contrôles du référentiel, et ça relie chaque contrôle du testing guide et du référentiel. Enfin, c'est dans le sens référentiel vers testing guide. C'est utile essentiellement pour les tests d'intrusion, mais aussi lors du développement pour vérifier que l'application qu'on développe est bien sécurisée. Donc, tout ça, c'est disponible sur le site de l'OWASP. Et donc, ça aide évidemment à garantir que l'application est sécurisée, puisque ce sont des bons principes à appliquer. Maintenant, je vais vous parler comment, grâce à la méthodologie, on peut garantir que l'application est sécurisée. Tout d'abord, en sensibilisant les collaborateurs à la cybersécurité, ça permet, dès les premières phases de conception d'un produit, du coup, d'intégrer la cybersécurité et de penser vraiment à sécuriser l'application, parce que ça peut être vraiment catastrophique si les données fuitent. Surtout avec les amendes des différentes autorités de régulation. Et donc du coup, ça permet aussi d'éviter qu'il y ait des fuites de données au niveau de l'organisation. Parce que brancher une clé USB trouvée dans un parking, c'est vite arrivé si on n'est pas sensibilisé à ça. Ou alors cliquer sur un lien sur un email qui dit oh, venez coopter sur notre nouvelle plateforme. Bon, ça présente des vrais dangers. Et donc si on sensibilise les collaborateurs à la cybersécurité, il y a moins de risques que les données soit de l'entreprise, soit de l'application et donc des utilisateurs se retrouvent dans la nature. Donc ça permet de penser à la sécurité du produit durant toutes les phases de la vie du produit, que ce soit vraiment du recueil de besoins initial, la conception, le développement ou même une fois que c'est en production avec la maintenance et les mises à jour. Et ça permet aussi de planifier la réponse aux incidents, puisque du coup, les acteurs de l'entreprise, essentiellement les services informatiques, vont pouvoir automatiser la surveillance de l'application pour vérifier qu'aucun des produits proposés n'est compromis et savoir comment ils vont réagir si jamais il y a eu une brèche. Ensuite, les bonnes pratiques de sécurité, très important très important à appliquer, mais aussi de développement pour le coup. Ça permet d'intégrer la sécurité à chaque étape du développement. Donc là, ça concerne vraiment la partie développement et après la maintenance de l'application. Et ça permet de sécuriser les données et les secrets de l'application. Il ne faut pas que le secret de connexion à un service tiers, par exemple, se retrouve sur les GitHub. Ça serait dommage que tout le monde puisse utiliser l'argent de l'entreprise pour pouvoir accéder des choses. Enfin, j'ai pas trop d'exemples en tête, mais en vrai, ça peut être assez catastrophique. Et ça pousse aussi à utiliser des composants et des dépendances qui sont à jour et qui sont fiables.
Donc, si vous utilisez une vieille version d'une librairie et qu'il y a une faille, du coup, de facto, votre appli a aussi une faille. La séparation des rôles et des droits. Donc ça concerne deux volets principalement. Il y a, au niveau de l'organisation, le fait que les rôles soient vraiment cloisonnés, ça permet d'éviter des risques lors de la mise en production de l'application. Parce que, l'exemple concret, c'est les développeurs ne s'occupent que du développement de l'application et de rien d'autre. Donc ils doivent vérifier que leur application est sécurisée au niveau de leur code. Les ops gèrent la CI, donc ils doivent vérifier que la CI est sécurisée et ne va pas introduire de vulnérabilité dans l'application, mais ils n'ont le droit de faire que ça. La prod application, ce sont les seuls à avoir le droit de mettre en production, donc ils vont vérifier qu'il n'y a pas de mauvais renseignements sur les pages des stores et que l'application a bien été testée auparavant par les autres acteurs avant d'être poussée en production. Donc en fait, ça rajoute des vérifications de sécurité à chaque stade. Et donc ça permet de mieux garantir que l'application sera sécurisée pour l'utilisateur final. Et au niveau de l'application, du coup, il y a le principe de séparation des profils et des droits qui permet du coup que chaque utilisateur ne puisse accéder que à ceux dont il a le droit d'accéder et ne puisse pas faire d'action au nom d'un utilisateur, enfin d'un autre utilisateur. Sauf cas exceptionnel du style un banquier qui doit gérer certaines choses pour son client. Mais ça, c'est vraiment propre au profil. Donc un utilisateur ne va pas pouvoir se connecter pour un autre client qu'il ne connaît pas ou à la place de son banquier pour faire des opérations que seul le banquier peut faire. Et du coup, le fait d'avoir une palette d'actions limitée pour chaque profil, ça permet de réduire aussi la surface d'attaque. Moins d'actions possibles, c'est moins d'actions testables pour un attaquant. En tout cas quelqu'un de malveillant. Les US malveillantes, ou Evil User Stories, c'est quelque chose qui est assez peu connu pour le coup, mais qui est très utile, puisqu'en fait il s'agit de formuler une user story. Je vais vous donner des exemples concrets. En tant qu'attaquant, je souhaite utiliser la fonction de réinitialisation des mots de passe pour empêcher un autre utilisateur de se connecter. Ou alors, en tant qu'attaquant, je souhaite injecter un script malicieux pour voler la session d'un autre utilisateur. Donc ça permet d'envisager ces cas. Et là, par contre, il ne faut pas permettre que l'US soit implémenté, mais justement l'inverse. Et donc, penser comme un attaquant, ça permet de contrer les attaques, puisque du coup, on sait qu'on ne veut pas que ce cas-là se produise. Donc, de base, on peut le faire sur les vulnérabilités plus connues, mais si dans des cas spécifiques, on pense à des cas d'usage particuliers, ça peut toujours être utile de le formuler, comme ça les développeurs, lorsqu'ils vont développer l'application, ils savent qu'il faut protéger l'application contre ces cas qui peuvent être catastrophiques. Les audits et tests de pénétration, très important de le faire régulièrement pour le coup. Dans certaines organisations, c'est obligatoire, notamment les banques, parce que vraiment la loi les y oblige. Et ça permet de détecter les failles de sécurité avant leur exploitation par des acteurs malveillants, donc cybercriminels ou clients mécontents ou même un employé qui a envie de discréditer sa propre entreprise. Ça arrive, plus qu'on ne le croit. Et, parce que du coup, en fait, les professionnels de sécurité, en fait, ils vont tester en profondeur l'application pour trouver ces failles. Et donc s'ils le trouvent avant les acteurs malveillants, on peut les patcher. Et ça aide aussi à sensibiliser les développeurs au sujet de l'impact de leur travail sur la sécurité de l'application, parce que si c'est détecté, c'est « Ah oui, mince, je me suis planté là, donc je ne ferai pas l'erreur la prochaine fois et je patch comme ça ». Et derrière, de documenter pour éviter que sur d'autres projets, ça se retrouve aussi. Donc voilà pour la partie méthodologie. Et au niveau des outils, du coup, je vais vous parler des outils, d'abord, d'audit des dépendances. Côté JavaScript, c'est très simple. Avec nos gestionnaires de package, il y a le NPM Audit, PNPM Audit, Yarn Audit. Ça vient scanner en fait toutes les dépendances que vous avez dans les node modules à la recherche de vulnérabilités connues, les CVE. Mais de manière plus générale aussi. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui doit être utilisé sous le capot du NPM Audit. Il y a l'OWASP Dependency Check. Là encore, l'OWASP nous sauve la mise. C'est un outil qui va automatiquement scanner toutes les dépendances de votre projet
à la recherche de vulnérabilités connues, qui est disponible en ligne de commande. Vous l'installez sur votre machine, vous lancez la commande et ça vient tout scanner. Dans votre projet du coup. Et c'est aussi disponible en plugin pour Ant, Maven, Gradle, mais aussi pour de la CI avec Jenkins entre autres, et des outils d'analyse statique, dont je parlerai un peu plus loin, style SonarQube. Et l'avantage du Dependency Check, c'est qu'il couvre de nombreux langages. Donc Java et .NET étaient intégrés dès le début. Et ils ont rajouté aussi Swift, Python, PHP, Node.js et Ruby par la suite. Et du coup, ça, en fait, c'est très simple, ça vérifie juste telle dépendance, telle version. Est-ce qu'il y a une vulnérabilité connue? Oui, alors dans ce cas, je vais alerter. Est-ce que c'est une vulnérabilité warning? Est-ce que c'est grave? Enfin, est-ce que c'est hot? Ou est-ce que c'est critique carrément? Et alors là, il faut patcher direct. Et donc ça permet vraiment de vérifier que les dépendances ne sont pas vérolées. Et donc ça, je vous encourage à l'utiliser absolument tout le temps. De toute façon, de base, ça se fait quand on fait un npm install, ça le lance par défaut. Mais si vous pouvez l'intégrer dans votre CI, faites-le. Si vous le faites dès que vous rajoutez un package, n'hésitez pas, faites-le autant que possible. Ça prend quelques secondes en général à s'exécuter et c'est vraiment, vraiment essentiel. Les outils d'analyse statique et dynamique. Côté statique, en fait, l'analyse de code, c'est une analyse en boîte blanche, c'est-à-dire que c'est une analyse qui va aller regarder le code et donc prendre connaissance du fonctionnement interne de l'application pour identifier de manière précoce les vulnérabilités et améliorer la qualité du code. Alors j'en ai listé quelques-uns. SonarQube, pour le coup, c'est le plus connu, et même s'il est plus centré sur la qualité de code que sur la sécurité, il y a quand même des volets de sécurité, donc ça peut toujours être utile. D'ailleurs, il en existe des versions gratuites, donc franchement, n'hésitez pas, c'est pas trop compliqué à paramétrer, et franchement, ça aide beaucoup. Checkmarks, lui, c'est un outil professionnel qui est pas mal répandu, et lui, il est clairement plus centré sur la sécurité, moins sur la qualité de code, mais un petit peu aussi. Sneakcode, c'est essentiellement sur la sécurité aussi, et il y a des plugins pour l'utiliser dans les IDE. Veracode, je ne le connais pas, mais apparemment c'est pas mal utilisé aussi. Donc je ne sais pas trop quel est son focus principal, mais franchement, l'analyse statique de code, ça peut toujours être utile, même sur des projets qui ne sont pas forcément très sensibles, ne serait-ce que pour améliorer la qualité du code. Et aussi l'analyse dynamique de code, ça c'est des tests de pénétration en boîte noire. Donc typiquement, c'est ce que vont faire les professionnels de sécurité lorsqu'ils vont faire des tests d'intrusion. Ceux-là, on les retrouve principalement listés dans le Mobile Application Security Testing Guide. Donc FRIDA pour de l'injection de code pour pouvoir effectuer des actions non permises. Burp Suite, c'est essentiellement web, mais ça peut aussi être utilisé un petit peu côté mobile pour effectuer des actions automatisées et donc voir s'il n'y a pas un point précis qui est vulnérable. APK Tool qui permet d'interagir du coup avec les APK côté Android. Et il y en a beaucoup d'autres qui permettent de l'analyse dynamique de code et donc on les retrouve essentiellement dans le MASTG, mais sinon en faisant des recherches vous pouvez le trouver aussi. Et enfin, les tests unitaires et les tests end-to-end, on n'y pense pas forcément, mais ça aide pour la sécurité. Tout simplement parce que les tests unitaires, ils vont permettre de détecter précocement des vulnérabilités, surtout s'ils sont couplés en fait à une US malveillante. Si vous vérifiez que tel champ de login, par exemple, n'est pas vulnérable à une injection SQL, du coup, vous faites le test pour vérifier que ça échoue bien en test unitaire. Donc tant que le test il est OK, ça veut dire que vous n'êtes pas vulnérable sur ce champ précis à ce type d'injection. Ça permet de valider les protocoles de sécurité aussi, et du coup ça participe à la documentation et à la compréhension du code, puisque du coup les développeurs utilisent quand même souvent les tests unitaires pour comprendre comment le code sur lequel ils travaillent fonctionne. Et les tests end-to-end, c'est concrètement reproduire des scénarios réels dans l'application
mais dans la phase de développement du coup. Donc ça permet entre autres de simuler des attaques si on l'utilise pour une US malveillante. Donc ça permet de valider aussi les protocoles de sécurité, de vérifier la chaîne de sécurité et du coup aussi de détecter des failles d'intégration si jamais il y a deux services entre eux développés par des équipes différentes mais qu'il y a l'intégration qui se passe mal, potentiellement ça peut introduire des failles de sécurité. Et du coup, voilà pour moi. Si vous avez des questions. Merci Thibaut. Donc, je retiens particulièrement les US malveillantes. Merci. Ah. Du coup, ouais, moi je trouve ça intéressant, c'est les US malveillantes. Je n'avais pas forcément pensé à ça avant. C'est assez peu connu. Et du coup, tu as une question ? Merci. Oui, j'ai une question au niveau de la méthodologie pour les US malveillantes. Ok. Est-ce que tu as des recommandations sur qui doit écrire ces US, puisque j'imagine qu'il faut avoir une certaine expertise en sécurité. Expertise pas forcément, mais appétence, ouais. Mais à partir du moment où du coup toutes les entreprises sont encouragées à sensibiliser leurs collaborateurs à la cybersécurité, j'aurais tendance à dire que l'idéal, ça serait que le PO y pense de lui-même, vu que c'est lui qui doit normalement rédiger les US. Mais comme ce n'est pas forcément limité au PO, en vrai, tout le monde peut en écrire s'il pense à des scénarios particuliers. Et donc un développeur qui sera très sensibilisé à la cybersécurité, il peut très bien en écrire lui-même pour des points plus techniques auxquels le PO ne pensera pas forcément. Et en vrai, tout le monde peut en créer et ça sera forcément utile. D'autres questions ? Non, c'est bon. Merci Thibaut, c'était cool. De rien, merci à vous d'avoir assisté à ma conférence. Merci.